Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est l'été Smart, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, durant une heure avec mes deux invités. On va essayer de creuser, d'analyser, commenter l'actualité économique du moment, évidemment pour tenter de mieux la comprendre. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'abord, on commencera par les bitcoins. Aujourd'hui, vous allez voir pourquoi on est un petit peu obligé. Ensuite, nous nous intéresserons à l'amitié dans le capitalisme à l'occasion des derniers épisodes, parce que ça s'accélère, avant peut-être de se recalmer, dans la bataille entre Veolia et Suez. Pourquoi l'amitié? Parce que le ministre ce matin a redit qu'il fallait que cette opération soit amicale. C'est mal parti. Pourquoi faudrait-il que cette opération soit forcément amicale? Ce sera le premier thème dans l'émission ce soir. Et dans une deuxième partie de l'émission, nous nous intéresserons au la légitimité, pourquoi pas, des consultants extérieurs dans l'appareil d'État. On en parle de plus en plus, notamment à propos de la mission ou des missions du cabinet américain McKinsey autour de la stratégie vaccinale du gouvernement. On en sait un peu plus aujourd'hui, on connaît les montants, on connaît des différents cabinets, de ce qu'ils ont pu facturer ou de ce qu'ils vont facturer à l'État. Bref, c'est l'occasion de se poser la question, l'État a-t-il raison de recourir à des consultants extérieurs? Voilà, ce sera le deuxième débat de l'émission. Et qui? Cette émission avec, à ma droite, Baptiste Precioso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, votre cabinet s'appelle Mayer Precioso. À ma gauche, Franck Suppisson, bonsoir. Bonsoir. Industriel, chef d'entreprise, à la tête d'Ascoforge, c'était que vous présidez notamment, puis je précise par rapport à la suite du débat, que vous avez passé un certain temps dans une vie précédente, dans l'appareil d'État précisément. C'est utile à préciser compte tenu de nos deux sujets ce soir. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, je le disais, la petite question apéritif. Elon Musk, dont on parle assez souvent dans l'émission, il a une vertu pour les journalistes, il se passe toujours quelque chose avec lui et du coup ça nous donne des sujets c'est globalement du lourd. Quand effectivement Elon Musk s'exprime, la semaine dernière on évoquait ces différentes prises de parole à l'occasion notamment autour d'une crypto-monnaie, le Dogecoin, qu'il avait fait doubler voire tripler ce matin, enfin même pas ce matin d'ailleurs, en début d'après-midi, heure de Paris. Information un peu brute comme ça sur Twitter avant même les premières dépêches. Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Source SEC Filing, c'est-à-dire les déclarations officielles de l'entreprise Tesla à la Securities and Exchange Commission, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Les premières réactions: no way, this is not real, this is no it, way, this is real. Oh, holy shit, it is real. Voilà, ça c'était les toutes premières minutes suite à cette annonce, ces premières annonces. Ensuite, ça devient un petit peu plus construit. Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, according to a regulatory filing. Tesla dit également: nous prévoyons d'accepter le règlement en Bitcoin à brève échéance on est Tesla, pour le règlement des automobiles avec, conséquences immédiates. C'était, disons une dizaine de minutes après l'annonce, regardez le Tweetos qui avait fait une capture d'écran de son graphe du Bitcoin qui s'envolait de 10% sur le moment. On était à un moment de ce graphe à 42 000 $ et quelques. En milieu d'après-midi, heure de Paris, on était au-delà des 43 000 $. Pendant ce temps-là, le Dogecoin, qui était une des autres crypto-monnaies dont Elon Musk s'était fait l'apôtre la semaine dernière, prenait quelque chose comme 40% là encore aujourd'hui, heure de Paris. Tout ça c'est reparti, tout ça est-il bien raisonnable? À force de dire c'est de la spéculation, c'est du n'importe quoi, est-ce que ça renforce, selon vous, l'idée que c'est de la spéculation, c'est du n'importe quoi, ou peut-être qu'il y a quelque chose derrière qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas? D'ailleurs, votre regard, Baptiste, sur cet dernier épisode, il y en aura d'autres, je pense, dans la série Bitcoin et Elon Musk. Là, en première remarque, j'aimerais dire que il est toujours intéressant de voir le pouvoir évocateur des papes de la tech sur la valeur d'un bien qu'ils estiment pertinent ou légitime sur le marché. Mais là, c'est pas purement spéculatif, parce qu'il le lie quand même à un aspect de l'économie réelle, qui est celui de la possibilité de réaliser des transactions en Bitcoin. Ouais. Derrière, autre reproche qu'on fait au pape de la tech, c'est de s'affranchir des États, puisque quel plus grand symbole de l'État que celui de battre monnaie et de battre la seule monnaie légitime? Sinon, c'est du délit de faussaire. Donc, le fait qu'aujourd'hui, il y ait une monnaie qui permette des transactions internationales, des paiements de biens et marchandises, qui ne soient pas régulés par l'État, c'est un gros coup, surtout si on l'intègre vraiment. C'est le projet d'ailleurs. Rappelons à chaque fois que au départ, le Bitcoin, c'est un projet politique. C'est un projet anarcho-libertaire, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est un projet politique dans le
les fondations Absolument. de ce qui avait été annoncé par ces créateurs, dont on ne sait pas qui c'était d'ailleurs. Mais... Oui, ce qui est intéressant, c'est le caractère secret Ouais. des fondateurs, qui est révélateur du sujet. Donc, vraiment, effectivement, ce pouvoir d'évocation qui, effectivement, a une apparence spéculative, mais le fait de le relier à l'économie réelle, c'est assez nouveau. Et moi, j'y vois, oui, le symbole du délitement de l'État moderne. Ce qui est intéressant de la part de cette entreprise, d'Elon Musk, de le faire de cette manière. Alors, il y a le délitement de l'État, il y a le côté, tous ces promoteurs aussi annoncent le côté décentralisé. Voilà, effectivement, c'est un peu la même chose. L'idée aussi que par rapport à des banques centrales qui battent monnaie comme des dingues, comme jamais, on est paradoxalement peut-être, encore une fois, ce sont les promoteurs des crypto-monnaies qui le disent, dans quelque chose de plus sérieux, puisque il y a une quantité prédéfinie depuis le début de Bitcoin et que c'est peut-être les banques centrales qui alimentent indirectement avec les centaines de milliards émis directement ou indirectement au profit par la BCE et par la Fed américaine. Votre regard, Franck? Mon regard est celui que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire je pense qu'on vit une période unique dans l'histoire de l'humanité où des banques centrales impriment monnaie dans des quantités jamais vues, sans conséquences réelles sur l'inflation. Cette monnaie va au financement de déficits publics, grandement, très majoritairement. Et finalement, les entreprises passent à côté. La croissance passe. Il n'y a pas de croissance, il y a même une profonde récession. Et donc, on est dans un système où il y a une sphère publique qui mange de l'argent dans des sommes qu'on n'a encore jamais vues dans l'histoire. Les banques centrales qui impriment des billets dans des montants qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Et personne ne sait aujourd'hui comment ça va se terminer. C'est comme le coronavirus, c'est-à-dire que les gens qui savaient comment ça allait se produire, personne ne savait aujourd'hui. Il faut avoir la modestie de dire que personne ne savait. Et bien là, je pense que c'est pareil. Personne ne sait comment ça va se terminer, cette histoire. Et investir et diversifier en mettant de l'argent sur du Bitcoin me paraît plutôt intelligent pour des gens qui ont beaucoup de liquidités. Oui, c'est pas... Voilà. Mais je trouve que quand on ne sait pas trop où se termine l'histoire de ces quantités de dollars et d'euros qui ont été injectés de cette façon-là, quand personne ne peut prédire cette histoire-là, c'est pas bête, on a beaucoup de milliards de dollars, d'en mettre quelques-uns par ailleurs sur un système différent qui ne subit pas ces risques-là, le risque des banques centrales, et qui permet donc de diversifier son risque. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il va y avoir il y a des rivalités aussi entre crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est la première. Effectivement, il faut, en milieu d'après-midi, là, à Paris, au moment où on a enregistré cette émission, le Bitcoin était autour de 43 000 $ et quelques. Il y a des crypto-monnaies beaucoup plus petites. J'évoquais tout à l'heure le Dogecoin qui doit valoir quelque chose comme 8 centimes de dollars, mais il valait 2 centimes de dollars la semaine dernière. Donc, en une semaine, il a quand même fait x4. Et c'est amusant, regardez ce tweet-là. Pourquoi l'envolée du Dogecoin? C'est pas cher, donc c'est 8 centimes au lieu de 40 000. C'est funny. Comme quoi, par rapport à une motivation sur une monnaie, c'est quand même intéressant. C'est ironique. Un chien, c'est mignon. C'est quand même toute une motivation économique forte. Il y a une celebrity endorsement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est poussé par une vedette, en l'occurrence Monsieur Musk. C'est anti-establishment par rapport à l'affaire GameStop, d'il y a 15 jours, c'est intéressant. Et puis, les gens vont want a single unit of something, not a fraction. Effectivement, quand ça vaut 8 centimes, on peut l'acheter. Quand ça vaut 43 000 $, et la plupart des gens, ils achètent des bouts de Bitcoin. On a des arguments quand même d'un nouveau genre par rapport au soutien à une monnaie. Ce que vous soulignez, et c'est intéressant quand on la compare à la monnaie d'État, la monnaie dite fiduciaire, qui vient de la confiance, c'est que derrière l'argument anti-establishment est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on donnait seul crédit à l'État pour donner suffisamment de confiance dans un instrument papier. Maintenant, on s'en remet à une complexité technique, à une ultra-transparence, puisque le Bitcoin, par sa construction technologique, c'est une forme d'ultra-transparence, puisque tout le monde a accès. La confiance est basée sur une forme de multiplicité de vérification de la véracité de chacune des inscriptions. Sur le papier, le paradoxe, il y a ultra-transparence et que de l'autre côté, personne ne comprend rien. C'est antidémocratique. Oui. C'est ultra-transparent, mais antidémocratique. Ils ont réussi à concilier ce dilemme. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on voit les motivations des individus investisseurs dans ces monnaies, c'est que le rapport de confiance est inversé. Le rapport de confiance. Aujourd'hui, on y va parce que, pour un motif politique, effectivement, il y a aussi des questions de régulation internationale, puisque certains pays ont utilisé le Bitcoin pour lever un certain nombre de blocus et de blocages, qui pouvaient être le Bitcoin laisse plus libre, puisqu'il n'a pas la régulation des pays qui ne sont pas jugés fréquentables, peut-être. Mais qui sont des sources d'investissement et de développement business qui peuvent être utiles pour un certain nombre de nos grosses entreprises. Mais moi, j'y vois un rapport inversé à la confiance, et on en parle souvent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est le fait que le crédit qu'on accorde
est complètement modifié aujourd'hui. Le fait qu'un investisseur, comme vous le soulignez, le tweet est peut-être anecdotique, mais il illustre néanmoins une motivation, se dire c'est anti-establishment, c'est pour dire à quel point cet investissement revêt aussi quelque chose de très politique au fond. Et c'est un côté people, celebrity endorsement, c'est une monnaie people maintenant, le Bitcoin et le Dogecoin d'ailleurs, effectivement, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose de nos jours. D'abord, il faut quand même... Ça a marché pour le président des États-Unis il y a 4 ans. C'était un people. Ce n'est pas une monnaie. Ouais. Une monnaie, ça a 2 fonctions. La conservation d'une valeur et la fonction d'échange, pouvoir acheter avec cette monnaie. Ça a la première fonction. Le Bitcoin, ça vous permet d'investir et vous avez une valeur qui est cotée, donc vous avez une valeur en euros ou en dollars, vous pouvez savoir combien vous avez en Bitcoin, mais ça n'a pas encore la fonction d'échange. Vous ne pouvez pas aller vous faire vos courses en Bitcoin à ce jour. Donc ce n'est pas... Sur Internet de plus en plus, puisque PayPal accepte le Bitcoin. Une fois que vous avez un compte PayPal, vous pouvez quasiment tout acheter. Voilà, mais vous ne pouvez pas vivre uniquement... Pas à la boulangerie. Pas à la boulangerie, vos courses au supermarché, vous ne pouvez pas les faire en PayPal. Et donc ça n'a pas encore la fonction d'échange. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'on pourra demain acheter des Tesla en Bitcoin, c'est que c'est une nouveauté. Ça ne paraît pas évident. Si c'était une monnaie, la question ne se poserait pas. Il ne dirait pas, je vous annonce que bientôt on pourra acheter une Tesla. Si le Bitcoin était une monnaie, on pourrait déjà acheter une Tesla. Bien entendu. Bon, donc ce n'est pas une monnaie. C'est un instrument de valeur, de spéculation très forte. Vous avez les cours qui évoluent dans des proportions que vous dites. Vous avez cité des hausses, mais il y a aussi eu des baisses. Bien sûr, non, mais c'est une volatilité extrême. Une volatilité extrême, donc c'est un instrument de spéculation, un instrument de valeur, mais ce n'est pas encore un instrument d'échange, c'est le premier point. Pour que ce soit un instrument d'échange, il faut que les États interviennent. Donc on revient, pour que ça devienne une monnaie, il faut que les États interviennent. Et les instruments de spéculation, on en a connu un très grand nombre récemment. Ça s'est d'ailleurs bien souvent mal terminé. Et ça se termine avec l'intervention de l'État. Quand les subprimes étaient devenus un investissement clé. Quand ça se termine. Ou quand le Liban inventait des placements avec 10%, des comptes à terme avec 15% de rendement, on s'est aperçu qu'à un moment donné... Ça finissait mal là aussi. Voilà, il faut que les États retrouvent leur rôle. Parce que à la fin des fins, en période de crise, ça reste l'État le dernier garant. À suivre, on a fait un peu long pour un apéritif, mais ça reste fascinant, on y reviendra sûrement. Allez, tout de suite, premier gros thème de cette émission autour de l'amitié dans le capitalisme. Ça faisait quelques semaines que nous n'avions pas parlé du feuilleton Veolia-Suez. On en reparle ce soir à l'occasion de la sortie de plein de nouveaux épisodes hier soir et ce matin. Alors globalement, hier soir, on était tous occupés à faire autre chose. Ce matin, on s'est réveillé avec l'annonce officielle du lancement de l'OPA de Veolia sur Suez. Regardez ce titre des Échos factuels. Veolia annonce le lancement d'une offre sur la totalité du capital de Suez. La nouveauté, c'était qu'on avait compris que Veolia s'était interdit de lancer une OPA tant qu'il n'y avait pas un accord du conseil d'administration de Suez. Cet accord ne venant pas, Veolia, semble-t-il, avait décidé hier soir, donc ça a été officialisé hier soir un peu tard, de prendre les devants. Peu de temps après, dépêche AFP tenait reprise sur le site de France Info, donc Veolia lance son OPA, ok, virgule, la justice ordonne la suspension de l'opération. C'est le tribunal de commerce de Nanterre qui a décidé de bloquer temporairement pour l'instant cette opération. Le ministre de l'économie et des finances, il était à la radio ce matin, évidemment on lui a posé la question. Son tweet, l'opération entre Suez et Veolia ne peut réussir que si elle est amicale. J'appelle une nouvelle fois les parties prenantes à retrouver le chemin de la raison et du dialogue. Manifestement, le chemin du dialogue, il est un petit peu semé d'embûches, il est compliqué entre eux. En ces temps difficiles, le capitalisme français ne peut pas être la guerre de tous contre tous. Et pour terminer cette petite introduction, c'était hier une pleine page dans le journal du dimanche. C'était donc avant de savoir que finalement le Veolia a lancé son OPA. C'était une nouvelle page de pub de l'intersyndicale du groupe Suez qui, une fois de plus, ce n'était pas la première fois qu'il sortait cette campagne. L'OPA de Veolia sur Suez, on n'en veut pas. C'est donc les syndicats de Suez qui signaient cette pub. Arrêtons de jouer avec le feu. La braise du corps social est désormais brûlante. En plus, voilà, il y a effectivement des termes très forts. Le ministre Bruno Le Maire, a-t-il raison, selon vous, Baptiste Precioso, de dire il faut que ça soit amical, sinon c'est pas bien bout? À mon avis, dans l'analyse que fait Bruno Le Maire, c'est de se dire qu'on a deux champions industriels français, un peu plus présent à l'international que l'autre. Et la crainte, c'est la destruction de valeur sur le territoire national et in fine la perte d'emploi. Après, d'en arriver à quémander une amicalité entre deux champions industriels français, ça doit nous laisser songeurs sur la force
d'intervention de l'État dans une économie moderne. Que le ministre souhaite intervenir, ok, mais juridiquement, on est sur 2 acteurs privés qui sont libres. Alors, il a annoncé saisir l'AMF. On attend de voir ce que ça va donner. Ce que je comprends, c'est que je ne vois pas comment un gouvernement peut imposer un échange amical. Je comprends les craintes de Suez, parce que de facto, l'enjeu est une mutualisation de certains services pour pouvoir réallouer une puissance d'investissement, une puissance de diversification. Un relatif démantèlement du groupe, puisque toute la partie eau en France serait sortie du futur nouveau groupe Veolia-Suez. Absolument, et c'est aussi fait pour un enjeu de concurrence, l'opération. Je comprends la crainte de destruction de valeur qui a l'air d'être pertinente financièrement, mais peut-être pas forcément en termes de stratégie ou d'économie. C'est regrettable la crainte qui est faite de la perte d'emploi, mais je trouve que on a un peu un ministre aux abois, un gouvernement aux abois de dire ça. Enfin, il a déjà tenté sur Carrefour. Alors, sur Carrefour, il est assez bien arrivé au fait que l'opération ne se fasse pas. Oui, mais justement, la crainte, c'est pourquoi nos champions nationaux n'achètent pas des champions étrangers. Là, c'est vrai qu'on a 2 champions qui fusionnent et in fine, il y a une destruction de valeurs liées. Mais Rappelons qu'au tout début de ce qui est désormais un feuilleton, le Premier ministre lui-même avait dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient et qu'il était plutôt favorable à cette opération. Ensuite, il y a eu un début de rétropédalage et notamment, c'est pas la première fois que le thème de il faut se parler, ça doit être amical est mis en avant par le ministre de l'économie. Votre sentiment, Franck, est-ce qu'il faut forcément que les choses se fassent avec des sourires et des tapes dans le dos dans le capitalisme? Bien évidemment que non. Je pense même que l'amitié, c'est très dangereux dans le capitalisme. Et que si on me dit qu'un deal se fait parce que les gens sont amis, je trouve ça très... Je suis très suspect, je trouve ça très suspect, je suis très suspicieux et je suis très inquiet. Sous-entendu, ça pourrait être pour de mauvaises raisons. Je pense que l'amitié peut jamais être une justification d'un deal, d'une affaire, de commerce. Alors, il peut y avoir une opération amicale, c'est moi-même qui ai parlé d'amitié, une opération amicale, c'est pas forcément de l'amitié entre 2 dirigeants. Il ne peut pas y avoir, et si on me disait les dirigeants de Suez et de Veolia sont des super amis, donc ils vont faire l'affaire, je serais inquiet. Ou ils sont vraiment d'accord sur tout et ça va se nouer rapidement, je serais inquiet aussi. Le fait qu'ils ne soient pas amis est plutôt une garantie, en fait, en termes de transparence. Chacun va défendre ce qu'on attend de ces dirigeants, c'est qu'ils défendent l'intérêt social de leur entreprise, et pas qu'ils soient amicaux. Et chacun de ces dirigeants, d'ailleurs, a des actionnaires auprès desquels il doit rendre des comptes. Donc, si les actionnaires apprennent que le dirigeant a négocié amicalement, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Non, le dirigeant, il négocie dans l'intérêt social de l'entreprise. Ce qui est choquant dans cette affaire, et ce qu'on perd de vue bien souvent, et trop souvent, et cet article que vous citez le perd de vue aussi, c'est que ce ne sont pas 2 entreprises comme Carrefour. Ce sont des entreprises de services publics, qui gèrent des services publics. Et le service public peut-être le plus essentiel. Enfin, qui gèrent des services publics plus que des entreprises de services publics, d'ailleurs. Parce que qui opèrent des services publics, sur le mode de la délégation. Pas que, notamment. Très majoritairement, 90% du chiffre d'affaires de ces entreprises, c'est des délégations de services publics. Dans les collectivités locales. Dans l'eau en particulier. Donc, c'est des entreprises qui exploitent pour le compte des collectivités, donc de l'État au sens large, de l'intérêt collectif, le service public de distribution de l'eau potable. Quel service public est-il plus essentiel que celui-là? Qui se sont développés, qui ont vécu des heures de gloire parce que ces délégations de services publics ont connu un grand succès. Il faut rappeler que c'est l'ancienne Générale des Eaux d'un côté et l'ancienne Lyonnaise des Eaux de l'autre. Se sont fait concurrence, se sont développés, formidable, ont gagné beaucoup d'argent, se sont lancés à l'international, ont acheté des filiales un peu partout sur Terre, mais avec ce fondement qui était ce moteur à chiffre d'affaires et à cash, qui était la France, qui était leur base. Et lorsqu'elles gagnaient beaucoup d'argent en France, elles allaient faire la croissance internationale. Désormais, ce marché, les marges sont beaucoup plus faibles. Il a été, je dirais, assaini. La concurrence y est féroce. Et ça devient compliqué. Et donc, commencer par dire qu'il faut peut-être arrêter d'avoir 2 concurrents français sur tous les marchés internationaux, ça me paraît plutôt une bonne chose, parce que je ne suis pas sûr que les Chinois aient vraiment besoin, pour mettre des tuyaux d'eau potable, d'une expertise magique qui serait en France. Je pense que le fait qu'à l'international, il y ait un acteur spécialiste, français... mais il semble qu'il y a quand même une dimension, il y a quand même des savoir-faire. Il y a des gros savoir-faire de tuyaux d'eau potable en France, qu'il faut vraiment apprendre ça aux Chinois. Je pense que les Chinois ont besoin des Français pour apprendre. Je crois tous les Chinois n'ont pas l'eau potable. Voilà, oui, je le rappeler quand même. Bien sûr. Et ils attendent les Français, bien sûr. Ça, je ne sais pas, mais c'est ce que croient ces groupes-là. Voilà, bien sûr. Le milliard et demi de Chinois attendent l'ingénierie des tuyaux français
fait pour avoir l'eau potable. Non, je pense qu'il faut. Je crois que les groupes ont des délégations en Chine, opèrent en Chine. Bien sûr. Donc ça n'empêche pas que. Et d'ailleurs, on sait aussi. Ils ont gagné des marchés les aventures chinoises des groupes français. On connaît leurs histoires. Et ça commence bien et ça si vous êtes capable de connaître dire. un groupe français qui a gagné beaucoup d'argent en Chine et qui continue à s'y développer, j'attends ce nom. Dans le luxe, mais c'est pas de l'industrie. Non, dans le luxe, il n'y a pas d'usine en Chine. Non, c'est ce que je dis. On vend des produits, c'est ce que je dis. Je parle d'implantation industrielle. Je parle de gens qui s'implanteraient en Chine. Il n'y a pas d'exemple, y compris dans l'automobile, y compris Carrefour qui se retire de Chine. Enfin, on n'a pas d'exemple. EDF on a fait 2 centrales là-bas, mais stop, après c'est bon, les Chinois savent les faire. Donc il ne faut pas penser que notre matière grise est substantiellement meilleure que la leur. Et ils ont 10 fois plus d'ingénieurs que nous, 10 fois plus de moyens que nous. Donc à un moment donné, ils apprennent très bien et ils savent le faire très bien même. Ce que je veux vous dire, c'est que ces 2 groupes ont fait fortune sur l'argent public français. Et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, pour l'image de notre pays... Sur l'argent public, sur l'argent des Français. In fine, c'est quand même les Français qui... Le prix de l'eau potable, oui, c'est de l'argent public. Oui. C'est une délégation de service public, soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. C'est de l'argent public. Parce que vous n'avez pas le choix de votre fournisseur de potable. Quand vous recevez votre facture d'eau, vous ne dites pas « je vais aller voir un concurrent Ça s'appelle un service public. Ça s'appelle des monopoles. Donc c'est de l'argent public. Et donc, quand on fait fortune sur l'argent public, on a des comptes à rendre. Votre logique, on garde des monopoles publics. Mais ce sont des monopoles gérés par la voie de la délégation. Oui, non, mais c'est les boîtes privées. Donc en fait, le problème, mais ils ont des monopoles de 10 ans, de 15 ans. Il est là le problème. Il est là le problème. Pour moi, à Paris, par exemple, c'est régi. Ils ont repris une régie. C'est une régie. Bon, donc c'est aussi. C'était la Lyonnaise des Eaux et ça a été repris en régie par la ville. Démonstration qu'il s'agit bien d'un service public. Bon, qui est géré soit en régie, soit en délégation. Mais que ces entreprises qui ont fait fortune, qui font fortune encore sur la délégation de services publics, viennent aujourd'hui se déchirer en public, en place publique de cette manière-là, il y a quelque chose de très choquant. Je partage la préoccupation du gouvernement, parce que ça donne une image détestable de 2 opérateurs gagnant leur argent sur la collectivité, qui se déchirent. Hier, c'était annoncé hier, de l'OPA sur les 71%, 70,1% qui restent, qui ne sont pas entre les mains de Veolia. Ce matin à 7h, le communiqué de presse de l'annonce de l'OPA. À 7h23, un communiqué de presse de Suez, pas du tribunal, de Suez, qui indique que le tribunal a suspendu. Ce n'est pas le tribunal qui fait le communiqué de presse à 7h23, c'est Suez. Suez, dont l'actionnaire de référence à 29,9% est Veolia. Depuis quelques semaines. Donc ça donne le point de départ de l'opération. Donc ça donne une impression, je trouve, détestable d'un capitalisme fait sur l'argent public, fondé sur l'argent public. Et le gouvernement, bien sûr qu'il a raison de s'exprimer, puisqu'il est l'État. Quel est l'objectif de l'action de l'État? L'intérêt général. Bien sûr, c'est le seul motif de l'action de l'État. Et donc l'État doit s'exprimer. Je partage tout à fait moi, ce qu'a dit Bruno Le Maire. Après, les moyens d'intervention, ils sont multiples. Je pense que s'agissant de délégation de services publics, s'agissant d'un service public essentiel, l'État a des moyens de parler à ces 2 acteurs. Et moi, je fais tout à fait confiance au gouvernement pour le faire. Mais une fois de plus, cette réorganisation avec toujours 2 acteurs en France, puisque on savait Veolia et la partie France de Suez irait dans une structure autonome. Il y a plus d'acteurs, il y a la SOR en France. Il y a les 2 principaux acteurs, le numéro 1 et le numéro 2 resteraient en place et continueraient à jouer la concurrence. C'est la partie internationale où la France arrêterait d'avoir ces 2 acteurs qui sont en concurrence. Ça me rappelle quand EDF est arrivé à aller se faire concurrence pour faire les centrales partout dans le monde. C'est un côté ridicule. Alors que ces 2 groupes, une fois de plus, sont fondés sur l'argent public français. Donc ils n'ont pas vocation à aller s'exposer à l'international pour se faire concurrence, alors que leur principale base est fondée sur l'argent public français. Vous comprenez, Baptiste, la nature spécifique du métier que défend vigoureusement Franck en justifiant en tout cas la légitimité de la prise de parole gouvernementale sur le sujet? Je ne partage pas du tout l'analyse, je n'ai pas du tout cette dimension... cette aspiration un peu colbertiste à l'heure du marché unique au niveau européen, puisque Veolia et Suez gagnent des marchés au sein de l'Union européenne dans d'autres secteurs. Le fait de penser qu'en réduisant la concurrence interne au niveau national, on renforcera nos capacités. Non, il a dit garder au niveau national la concurrence. Qui se battent à l'étranger, ça n'avait pas de sens. Oui, je maintiens mon dire. Je trouve que d'avoir des champions nationaux qui se fassent concurrence ou pas, c'est important, puisque sinon on va continuer le mode... Mais même en France, on garde toujours ce modèle, c'est qu'on veut par filière, on veut une unique tête de pont
Et quand il va mal, il y a tout le secteur des TPE-PME qui crève en France. C'est toujours le même sujet. Pourquoi l'Allemagne arrive à exporter avec des boîtes de 250 jusqu'à 1000 salariés, quand nous, on a des champions qui font 80 000 salariés et ensuite des TPE-PME de 50 salariés. Le TI en France a toujours été sous-investi parce qu'on cherche toujours... Le domaine bancaire ou d'autres domaines, ça a toujours été la même chose. Ça, Franck, il y a des ETI et des PME, donc l'État, dans les années, mais allez-y. l'État, dans les années 80, a privatisé une partie de... On a créé des champions grâce à la nationalisation de l'État. On les a laissés avec... Je ne reviendrai pas sur l'efficience organisationnelle publique ou l'efficacité de la gestion dès que l'État intervient, mais on arrive toujours avec qui est un colosse au pied d'argile. Je ne vois pas du tout d'un mauvais œil le fait que parfois on perd peut-être des marchés parce qu'on se concurrence entre nous. Au contraire, ça crée une sécurité. Autre chose, c'est quand même assez sain d'avoir... Alors, ce n'est pas une délégation de service public sur le plan national. On est sur des collectivités territoriales, comme vous le soulignez, donc il y a quand même une concurrence sur chacun des territoires. Je trouve ça particulier. Pas du point de vue du client final, c'est ce que, Pas du point de vue du client final. Après, je trouve ça beaucoup moins scandaleux que les autoroutes. Je trouve ça beaucoup moins scandaleux qu'un certain nombre d'autres systèmes de fermage, de concessions et de délégation de services publics. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas que l'eau, me semble-t-il, chez Veolia et Suez. Il n'y a pas que, même si c'est en France, c'est l'essentiel du business, mais il y a le retraitement, il y a la propreté, il y a toutes sortes de services aux collectivités locales par ailleurs, d'autres types de services. Après, il faut poser aussi la question de pourquoi le gouvernement intervient. Pour moi, le gouvernement intervient pour la seule crainte, c'est de se dire, parce que les leviers d'emploi, il y a une mollesse publique dans la gestion de l'emploi. C'est qu'on a un protectionnisme négatif. On intervient parce qu'on se dit, ça y est, le couperet va tomber, on va créer de l'emploi. Et comme on est tellement lent pour libérer les forces créatives et pour aller créer de l'emploi, la France tient mieux les chocs, mais redémarre moins bien. C'est grandeur et misère de notre système de protection sociale, c'est notre ADN, je ne vais pas développer ça, mais aujourd'hui, on est dans une attitude de froussard, en se disant, attention, la fusion va avoir lieu, il faut qu'on protège l'emploi. Je ne pense pas que ce soit forcément le meilleur moyen de protéger l'emploi. Moi, je vois plutôt d'un bon œil le fait qu'il y ait deux concurrents sur le territoire national. Oui, Franck aussi. Mais là, pour le coup, sur Mais à l'étranger, il ne peut pas y avoir d'entente à l'étranger sur le territoire européen. Comme... Question d'entente. Si le groupe, si les deux se sont regroupés à l'étranger. Moi, je vais plus loin, Franck. Est-ce que, à partir, en même temps, il ne fallait pas que ces boîtes soient privées à ce moment-là. Si on a des boîtes privées, à date, l'État n'est ni actionnaire de Veolia, ni actionnaire de Suez. Ils ont des conseils d'administration, ils ont des actionnaires derrière. On peut comprendre la volonté de ne pas s'écharper en public, ce que vous nous disiez tout à l'heure. En même temps, la logique à ce moment-là, c'est on nationalise tout et puis il n'y a plus de sujet. D'abord, que ce soit clair, le schéma proposé ne réduit absolument pas la concurrence en France, puisque la partie française le schéma proposé par Veolia. Par Veolia, voilà, donc le schéma qui va avoir lieu. Qui se propose de revendre la partie... oui. Bon, bref, donc là, personne ne pense, personne ne propose, ni moi ni personne, qu'on réduise la concurrence en France. Ça, c'est pas... Non, mais là, on n'est pas tellement sur la dimension industrielle. Moi, c'est le côté amical qui m'intéresse. C'est la partie, oui, mais justement, c'est la partie internationale des opérations qui a un côté ridicule, que ce pays... Il n'y a pas de mystère. Pourquoi ce pays, dans les 3 premiers fournisseurs d'eau du monde, à les 2 premiers, c'est parce qu'il y a un sujet, c'est qu'ils ont beaucoup gagné d'argent en France. Oui. Et un côté, et c'est le contribuable, c'est le buveur d'eau, le consommateur d'eau en France. C'est le consommateur, absolument. Le consommateur d'eau qui paye la concurrence à l'étranger de ces 2 structures. Donc c'est le buveur d'eau... Qui a permis à ces 2 structures d'aller conquérir des marchés étrangers. Aujourd'hui, quand ces 2 structures se font concurrence sur une ville au fin fond de l'Afrique, il faut imaginer qu'elles se font concurrence sur les prix. Et qui paye ces baisses de prix? C'est le consommateur d'eau d'Auxerre ou celui de Brest ou celui de Narbonne qui va devoir payer les efforts de prix faits pour aller faire concurrence. À supposer que ces efforts de prix relèvent du dumping. Oui, mais dans ces pays-là, à l'international, ces 2 entreprises françaises assises sur ces services publics français, c'est un schéma qu'on a vu. Moi, j'ai vu. Non, mais là, vous défendez les vertus du plan Veolia. Pourquoi pas? Mais je défends pas les vertus Veolia. Je trouve que sur des entreprises, on a eu le cas dans l'énergie entre EDF et Areva, qui allaient se faire concurrence en Finlande ou ailleurs pour faire des centrales. Et ça a mal fini. On voit la situation actuelle parce que c'est 2 entreprises qui gagnent de l'argent en France et qui se sont dit, tiens, on va aller à l'international et pourquoi pas le faire l'un contre l'autre, parce que, voilà, en termes de... Bon, donc, on peut multiplier les exemples où des groupes assis sur des pactoles d'argent public se sont dit, je vais aller à l'international. Moi, si c'est de l'argent privé, chacun fait ce qu'il veut. L'argent public, c'est un peu différent, à mon sens. Donc, le sujet, c'est maintenir la concurrence en France. Alors, pour répondre précisément à votre question, quel est l'intérêt des délégations de services publics par rapport aux régies? Moi, j'ai été élu local pendant 20 ans. J'en ai passé des délégations. Et je préférais le régime de la délégation. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une commune ou dans une agglomération avec une commune, si vous faites une régie, vous avez des gens qui sont là, qui vont y rester. Quand vous faites une délégation, vous avez affaire à un groupe national
Donc en termes de compétences, de formation, vous avez des références avec les meilleures pratiques. Vous avez un groupe qui vous propose, voilà ce que je fais à Auxerre, voilà ce que je fais à Lille, voilà ce que je fais à Brest. Et je vous proposais de bénéficier des meilleures pratiques, des meilleurs cadres, des meilleurs managers. Dans ces groupes, on y fait carrière. On va gérer la délégation d'une petite ville, puis après d'une moyenne ville, puis après d'une grande ville. Donc, quand une personne une carrière internationale après à l'étranger. Déjà en France, vous avez la possibilité au sein de ces groupes, en termes de ressources humaines, de management, d'investissement, de pratiques, de benchmark, vous avez des atouts que, évidemment, si vous dites dans ma ville de Montargis, les gens vont faire carrière que à Montargis, eh bien évidemment, vous avez beaucoup moins de compétences en termes d'efficacité industrielle, on comprend bien. Donc la délégation, elle a des atouts considérables sur la mise en concurrence de différents opérateurs, la possibilité d'avoir affaire à des opérateurs qui sont capables de vous amener ce qu'ils ont fait dans d'autres communes, d'avoir les meilleures pratiques. Donc on a, dans le secteur, on pourrait parler du secteur du transport. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas des boîtes comme les autres. Ce ne sont absolument pas des boîtes comme les autres. Mais il n'y a pas de statut de boîte pas vraiment capitaliste. Il y a des statuts. Ouais. Je vais vous donner et de fait, elles ont un statut de boîte privée ces de base. Évoluent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les inquiète aujourd'hui ? C'est qu'avec toutes ces histoires-là, il y a des collectivités qui sont en train de rebasculer dans la régie. Mais c'est dogmatique. Et c'est... parfois, on l'a vu à Paris, évidemment. Il y a des rebasculements en régie qui se produisent en assez grand nombre. Le cadre général d'activité de ces entreprises, c'est un cadre législatif et réglementaire qui n'est pas celui de n'importe quelle entreprise. Donc le cadre de la délégation, c'est un cadre extrêmement précis, extrêmement strict sur les investissements, sur l'ensemble en fait. Et donc je pense qu'il faut, un peu comme le coronavirus ou le Bitcoin, il faut être assez humble dans l'analyse de l'avenir. Dans tous les cas. Moi, là, je viens d'avoir une activité sur le secteur de l'affichage publicitaire, ce qui était très luxuriant, aussi mode délégation de services publics, qui est en phase de révolution totale du modèle. Donc, c'est pas exclu que le marché de l'eau de dans 10 ans soit pas exactement celui d'aujourd'hui, que les transformations en cours soient beaucoup plus puissantes que ce qu'on pense, et donc que les opérateurs, la séparation des infrastructures et de l'exploitation, sont quand même deux métiers très différents. Vous n'avez pas échappé que le candidat dans le plan Veolia à la reprise de la partie eau de France était un fonds d'infrastructure. Oui, Méridial. Voilà. Donc, et d'autres sont aussi intéressés sous le volet infrastructure. Donc il y a deux métiers en fait au sein de ces entreprises. L'un qui est un métier d'infrastructure qui se finance sur long terme, l'autre qui est un métier d'exploitation beaucoup plus court terme, qui est la gestion d'un réseau d'abonnés, de la facturation, le suivi des commercial. Oui. Donc ça, c'est deux métiers différents. Et dans le plan Veolia, il y a aussi cette partie-là. Donc ce que je veux dire, c'est que ce métier est en cours d'évolution, est en cours de révolution. L'État a évidemment son mot à jouer, son mot à dire, parce que le cadre général d'intervention de ces délégations, c'est un cadre fixé par la loi et par le décret. Et donc, les instruments réels de mise en œuvre de cette influence que l'État, je pense que ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'amical. Mais c'est peut-être, moi si j'étais à la place où j'étais, il y a quelques années, je serais effectivement soucieux, comme l'est le ministre, de ne pas donner cette image de deux opérateurs de services publics qui se déchirent, et de trouver les voies et moyens, pas au nom de l'amitié, mais au nom de l'intérêt général, que cette opération se produise dans les meilleures conditions possibles. En l'occurrence à Bercy, au ministère de l'Industrie, pour les téléspectateurs. Est-ce que dans ce secteur, malgré somme toute un peu particulier, effectivement, vous imaginez une opération à succès, si on se projette à 5 ans ou 10 ans, avec, si elle n'était pas inamicale, si elle n'était pas amicale plutôt, ou si elle était inamicale, comme c'est bien parti pour, manifestement, malgré les propos du ministre, ça fait 6 mois que ça dure, ils n'ont pas réussi à se parler, ils ne vont pas se taper dans le dos tout de suite. Baptiste. Visiblement, Veolia a l'air déterminé à l'opération. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi il lance une OPA hostile. Bien évidemment, s'il y a une OPA hostile, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas eu une volonté de rapprochement de la part du groupe Suez. Après, moi, je m'interroge. Ils se sont vus quelques heures avant, hein. Effectivement. Ils se sont vus, semble-t-il, soit vendredi, soit ce week-end, je ne sais plus, pour la première fois depuis 6 mois, ou quasiment, les deux patrons. Et chacun a défendu son projet, sachant qu'on se souvient, un rappel des épisodes précédents, Suez a proposé une espèce de contre-projet avec deux fonds, un fonds américain et un fonds français qui s'appelle Ardian. Et voilà, chacun défend son truc et ils n'ont pas réussi à vraiment fusionner les deux projets, d'où manifestement ce qui a décidé Antoine Frérot, le patron de Veolia, de passer à l'action. Une fusion, une EPA, ce que vous voulez, dès qu'il y a un mariage plus ou moins consenti entre des opérateurs, il y a aussi l'enjeu de l'équipe dirigeante qui peut représenter une force de blocage importante. Est-ce que ça ne se résume pas à ça, justement ? C'est
C'est un peu, il y a beaucoup d'ego du côté. Alors c'est normal, hein. Moi je me mets à la place d'un chef de service, d'un membre du Comex de Suez ou Veolia. Aujourd'hui, j'ai fait ma carrière, j'ai réussi mes jeux politiques pour m'instaurer sur mon siège. J'ai mon projet, mon plan stratégique. Que vais-je devenir demain? Parce que je vais sans doute être lourdé par des jeux politiques face à la personne d'en face. Il y a à la fois les jeux politiques internes. Bon, d'un côté, il y a les syndicats. Il y a un jeu intéressant d'harmonie opportuniste entre les représentants syndicaux et l'équipe dirigeante. Côté Suez. Hein. Côté Suez, pardon. Après, il y a aussi un jeu intéressant du côté, je maintiens, du gouvernement et des forces politiques, puisque vous nous expliquiez avant que quand la délégation de service public est quelque chose d'extrêmement contraignant. Donc effectivement, les prix ne sont pas libres, les opérateurs ne sont pas libres aujourd'hui. Ça, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'ils se sont fait plein d'argent en France, ou alors ça veut dire que nos dirigeants politiques ne sont pas capables de faire une délégation de service public, ce qui est possible aussi en termes de négociation. Manifestement, ces entreprises gagnaient de l'argent, il n'y a pas de doute. Oui, ils gagnaient de l'argent, mais sur des prix et des marges déterminés par nos acteurs publics. Oui, mais de fait, effectivement, ils se sont bien diversifiés. Une dernière question rapidement, sur le côté amical, pas amical, il y a plein d'OPA inamicales qui ont... On a oublié qu'elles étaient inamicales, BNP Paribas, Sanofi Aventis, Total Elf Aquitaine. Aujourd'hui, c'est des groupes qui vont plutôt bien. On a complètement oublié le fait qu'ils s'étaient battus pendant des mois. À ceci près que vous choisissez votre station-service, vous n'êtes pas forcé d'aller chez Total. Ce n'est pas une délégation de service public. Là, on parle d'une délégation de service public. Je partage totalement ce qui vient d'être dit sur le management. Moi, c'est un truc qui me sidère, c'est voir l'orchestration de campagne par les managers aux frais de l'entreprise. Bien sûr. Aux frais de l'entreprise. Mais c'est malin. Donc, non, je suis très choqué. Enfin, Tactiquement, c'est malin, après. Non, malin. Attendez, il n'y a pas que les managers. Chez Suez, de fait, à date, ils sont soutenus par le conseil d'administration. Je trouve. C'est pas uniquement M. Camus qui cette dit ça, façon d'orchestrer M. Varin et le conseil d'administration. les prises de parole extrêmement violentes contre le concurrent qui est sur le même marché, qui est tout aussi public qu'à les autres délégation de service public. Toutes les opéras que j'évoquais, à chaque fois, c'était là. Moi, ça ne me choque pas. Quand c'est de l'argent privé, ça ne me choque pas du tout. Quand c'est de l'argent privé... Donc on revient à ce côté un peu hybride. Oui, s'agissant d'opérateurs de service public, que des managers se sentent quasiment en titre pour aller insulter leurs concurrents, ou l'agresser publiquement, ou se payer des campagnes dans la presse donc, sur cet argent public, pour... attaquer le concurrent qui lui aussi est financé sur l'argent public. Ça me rappelle ce qui se passait entre EDF et Areva, époque Anne Levergeon, M. Broglio, où il y avait, chez chacun de ces entreprises, il y avait 7 ou 8 cabinets de conseil en communication pour essayer de nuire à l'autre. Tout ça payé par l'argent de la facture d'électricité. Mais là, on parle de la même chose. Si je compte tous les gens payés par Veolia et tous les gens payés par Suez pour dire du mal du concurrent, tout ça payé par la facture d'eau, c'est un sujet. Je suis choqué. Allez, à suivre, on aura sûrement l'occasion de reparler. Vous avez compris, c'est manifestement pas terminé du tout, cette affaire entre Veolia et Suez. Restez avec nous, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. Retour dans Late & Smart. Merci de rester avec nous. Nous allons nous intéresser maintenant au rôle des consultants dans l'appareil d'État. À l'occasion de différents papiers, effectivement, ça, autour du rôle notamment du cabinet américain McKinsey, célèbre cabinet de conseil en stratégie, avec beaucoup de clients dans toutes les grosses boîtes, mais également, comme toutes ces boîtes de conseil, un certain nombre de clients dans les services publics, dans les États, dans plein de pays. C'est pas quelque chose du tout d'illégal. Il y a quelques semaines, c'est le Canard enchaîné, je crois, de mémoire, qui avait révélé que pour sa stratégie de vaccination, stratégie de campagne vaccinale, l'État avait eu recours au conseil de McKinsey à Paris. Plus largement, ce week-end, regardez, c'était la une du magazine Du Monde, McKinsey dans les pas d'Emmanuel Macron. Alors là, effectivement, l'idée était de montrer qu'à la fois la firme américaine s'était imposée comme interlocutrice privilégiée du pouvoir et que, parallèlement à ça, il y avait une relation historique, ancienne, de proximité entre le chef de l'État et un certain nombre de consultants de cette société qui remontait à la période où le chef de l'État était le rapporteur de la commission Attali. C'était au début du quinquennat Sarkozy, et que cette relation s'est poursuivie dans le temps. Et puis, dernier épisode en date de cette affaire ce matin dans le Playbook Paris, qui est la toute nouvelle newsletter parisienne du site Politico. On a appris que
plus de chiffres que voilà, 11 millions d'euros, 11,2 millions d'euros au total. C'était la somme empochée depuis mars par 6 cabinets privés au total pour 26 millions en lien avec la crise du coronavirus, et que le cabinet américain McKinsey se taillait dans cette enveloppe de 11 millions d'euros la part du lion Dixit Politico, avec 4 millions d'euros, dont l'essentiel, 3,4 millions qui auraient correspondu et qui correspondent à l'aide apportée par le cabinet sur la campagne de vaccination depuis qu'il a été appelé à la rescousse. C'est tout récent, c'est depuis le 30 novembre dernier. Rien d'illégal, rien d'absolument extravagant. Ça se fait, c'est pas spécifique, je crois, à cette administration. Si votre sentiment sur le principe déjà de recourir à des consultants extérieurs, des grands cabinets notamment américains, pour un État français dont on pouvait croire, ou dont on peut croire quand on est à l'extérieur, qu'il dispose déjà d'un certain nombre d'éminences grises. Baptiste, votre sentiment? Écoutez, moi j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie, à la sortie de mon école de commerce. Et effectivement, quand on arrive plein de naïveté et de candeur, on se pose la question, mais pourquoi donc dépenser ces sommes en honoraires, alors qu'il y a sans doute les mêmes compétences et les mêmes expertises et expériences du côté de la Quand chose. vous étiez consultant, vous vous posiez cette question, vous vous disiez tant mieux. Non, parce que quand on est arrive tout jeune, salarié, on n'est pas intéressé au chiffre d'affaires. Hein, donc on travaille beaucoup. Et c'est aussi, première chose, il y a des jeunes cerveaux ultra diplômés qui sont corvéables de 8h du matin à 3h du matin. Ça fait que quand il y a besoin Ça a une valeur. Comment ? Ça a une valeur. Ça a une valeur. Ouais, ça, la réactivité, le benchmark, la liberté d'esprit. Le benchmark, c'est les comparaisons. Hein. Et je vais vous dire autre chose, je pense oui, pardon. Et une autre raison, c'est qu'en termes de profil psychologique, c'est peut-être plus démocratique des consultants d'un cabinet de conseil international, c'est-à-dire que ça représente plus la société que la haute fonction publique. Vous avez le chic pour titiller Franck, mais c'est pas volontaire, hein, c'est pas qu'on se rend compte. Après, sur les montants, bien évidemment, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur le fait de recourir à des cabinets de conseil, certaines choses, puisque visiblement leur résultat et l'output de leur mission de conseil est assez négatif vu comment la stratégie vaccinale est perçue, mais surtout ils sont condamnés à rester dans le silence et à rester éminence grise des cabinets ministériels. Ils ne peuvent pas communiquer sur ce qu'ils font. Dans le silence par rapport au grand public, par rapport à l'opinion. 6 millions d'euros, ils ne peuvent pas vous dire le nombre de projections, l'usage d'algorithmes. McKinsey est quand même connu pour sa maîtrise du data, sa capacité à pouvoir comparer. Alors on le voit mal, on le voit d'un côté négatif, puisqu'il y a l'empreinte américaine, en se disant mais qu'est-ce qu'on partage encore avec les États-Unis, mais il y a aussi la capacité des différents... Alors l'empreinte américaine, mais manifestement tous les consultants sont français. Hein, Oui, les associés de McKinsey à Paris sont pas exclusivement, mais quasiment tous français. Il y a la capacité dans des bureaux dans les grandes capitales européennes et mondiales de comparer avec les données qui sont présentes. Ce qui est une chose... Ça aussi, ça a une valeur. Ça a une valeur. Après, le fait de choisir McKinsey, les agences, on parle des agences de com, des cabinets de conseil. Est-ce qu'il faut en déduire la faillite des ARS, la faillite de l'État ? Je ne crois pas. Ça m'amuse qu'on parle de ça et qu'on ne revienne pas sur les 250 millions d'euros dépensés pour les quais de TER dans le Sud où le TER ne rentrait pas, l'argent sur le logiciel de paie des armées qui a été un scandale et qui vous multipliez la facture par 150 des frais de conseil. Donc on a aussi une capacité... Tiens, d'ailleurs, la ministre de la Défense a communiqué ce matin pour dire que c'était fini, enfin après 10 ans, que effectivement les militaires étaient enfin payés régulièrement et sans bug. Après 10 ans de problèmes, c'était ce matin, Florence Parly a fait un tweet pour dire qu'effectivement, c'était quoi le nom je sais plus, du logiciel C'était des centaines de millions d'euros investis. Donc, en soi, moi, je vois une utilité au fait de recourir. Oui, par rapport aux masses de dépenses de l'État, 11 millions, c'est pas absolument colossal. On va y revenir. Franck, votre sentiment déjà sur le principe ? Sur le principe, c'est indispensable. Carrément. Oui, c'est indispensable. L'État... D'abord, l'État a des capacités d'expertise en interne. Tous les corps de contrôle, d'inspection, il y a des parties entières d'administration dédiées à la prospective. Moi, j'ai dirigé le cabinet du ministre chargé de la prospective. On élaborait, ça s'appelle France Stratégie aujourd'hui, le commissariat au plan. Voilà. Il y a à l'intérieur du recrutement de gens qui ne sont pas tous des gens qui sont des fonctionnaires, des gens de l'extérieur, des jeunes ingénieurs, des jeunes chercheurs, qui viennent sur des fois des contrats à durée déterminée pour participer à la prospective. Moi, j'avais rédigé un rapport, c'est le France 2025 de prospective qui parlait du risque pandémique et qui évaluait l'impact. France 2025, c'était en quelle année ? On a écrit ça en 2008-2009. D'accord, donc ça c'était 16 ans de Vista. Classait le risque pandémique comme l'un des principaux que nos sociétés devaient affronter, avec un risque de chute du PIB de 10%.
évalué en un an. Mm. Bon, c'est assez dingue, je vous recommande sa lecture. Bon, le truc a été classé, hein, je vous rassure. Mais, Comme tout bon rapport. comme tout bon rapport. Bon. Mais vous regardez France 2025, vous pouvez aller voir sur Internet, et il décrit assez précisément ce qui est en train de se passer, et les nécessités de stocks stratégiques, etc. Enfin, les risques de réquisition des stocks, etc. Enfin, c'est assez drôle. Ce que je veux dire, c'est que l'État a des capacités d'expertise en interne. Après, peut-il s'en suffire? Je ne crois pas. Je pense que face à des grands défis, recourir à l'expertise externe est utile, notamment de l'expertise qui peut mettre du benchmark. C'est-à-dire des cabinets comme McKinsey sont partout dans le monde. Donc sont capables d'amener en France ce qui se fait de mieux dans le monde. Capables de faire du management, donc capables d'amener des gens depuis le consultant jusqu'au chef de projet. Donc capables d'accompagner des grandes structures comme l'État dans la durée. Donc moi, je pense que c'est un complément entre les capacités internes et les capacités externes. Il faut savoir le doser, bien sûr. D'abord, mobiliser ses capacités internes, et puis ce qui est fait, à mon avis, bien évidemment, mais amener de l'externe, notamment dans des contextes internationaux où les seuls fonctionnaires français ne sont pas à même d'aller déterminer tout ce qui se passe dans tous les pays du monde. Donc, il n'y a pas d'autre choix, à vrai dire. C'est pour ça que je dis indispensable. Il n'y a pas d'autre choix. Après, McKinsey, évidemment, est classé parmi les cabinets de référence, parmi les plus chers aussi. Moi, quand je reprends une entreprise, je commence par virer tous les consultants. C'est souvent ce que les entrepreneurs disent, a fortiori les repreneurs. Ouais. Voilà. Il faut commencer par virer tous les consultants. Et puis, au fur et à mesure qu'on expérimente... De temps en temps, on en réintègre quelques-uns, relancer quelques missions. Au fur et à mesure des besoins. Donc là, je pense que sur la pandémie, c'était indispensable d'être accompagné par des grands cabinets internationaux. Il faut toujours les contester, qu'ils ne soient jamais assis, et jamais le sentiment d'une chasse gardée, toujours les mettre en concurrence, les remettre en tension en permanence. Donc c'est un vrai travail, le management de ces prestations extérieures, mais elles sont indispensables. Par rapport au nom de McKinsey, effectivement, c'est quasiment, en tout cas en termes de conseil en stratégie d'entreprise, c'est très chic, on peut pas être critiqué, c'est très chic, donc c'est parce que c'est fameux. Je veux dire, on peut pas critiquer l'État de prendre des références, des noms connus, à partir du moment où il fait la démarche de choisir un conseil extérieur. Encore une fois, il y a 6 cabinets privés qui ont eu au total 26 missions depuis le début de la crise sanitaire, sur la crise sanitaire, c'est différentes. C'est différent. Et le nom du logiciel, c'est Louvois. Voilà, le logiciel, je l'ai retrouvé. J'ai cherché sur Internet. C'est vrai que il y a cette agilité et ce côté capacité d'adaptation rapide. On ne peut pas leur reprocher après le fait de prendre toujours des grands acteurs américains, alors qu'il y a aussi des cabinets français qui sont en capacité, laisse question. L'enjeu est l'accès à la commande publique ou à la commande publique urgente sur des expertises ultra spécialisées. Mais aujourd'hui, on est dans la Startup Nation, donc le côté international est forcément une plus-value. Il y a beaucoup d'anciens hauts fonctionnaires qui ont été aussi formés à la finance privée, à la méthodologie de conseil, qui sont dans des cabinets non anglo-saxons, qui sont capables d'y répondre. Le fait de choisir McKinsey, j'ai pas envie de leur faire un faux procès d'intention à McKinsey. Le résultat est décevant. L'autre chose, c'est que ce qui est simple... Alors, on ne sait pas si c'est parce que leurs recommandations n'étaient pas appliquées ou appliquées, on n'en sait rien. Donc, je me dis, ils sont là. De fait, ils se prennent des coups. On suspecte une sorte d'honoraires superfétateur, pour un terme juridique très exagéré. Bon, les spécialistes ont l'air de dire que c'est pas absolument colossal, c'est pas là-dessus qu'ils doivent gagner de l'argent. Ils doivent mettre beaucoup de fonds à disposition. Et quand on dit des honoraires, il y a aussi d'achat de prestataires, de bases de données, de traitement. Ils doivent refacturer entre plusieurs bureaux pour voir le benchmark. Et il y a une autre chose, c'est par rapport au carcan administratif français et à comment les ministères fonctionnent. Le fait d'être challengé et le fait d'avoir un tiers extérieur, ça permet aussi d'annihiler tous les petits jeux politiques que les Français ne supportent plus. Par exemple, quand le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Santé se battent pour savoir qui va assurer la logistique vaccinale française, le fait d'externaliser une partie de ce qu'on appelle en conseil le decision making, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui vont être portés aux décideurs pour qu'ils puissent prendre sa décision sur une base objective, c'est plutôt simple parce que ça ne va pas passer par le prisme narcissique de la personne qui, comme dans toute organisation, on joue sa partition, on est ministre de la Santé, on joue sa partition, le ministre des Armées également. Donc je vois aussi ça pour pouvoir calmer un moment où ils ont tous peur d'engager leurs responsabilités, ils sont sous le feu des projecteurs, ils sont très critiqués. Donc le fait de passer par un tiers qui permet d'apporter un peu d'objectivité, un peu de recul, un peu de bon sens, c'est plutôt sain d'avoir un objecteur de conscience exigeant à côté de soi. Franck, dans le papier du Monde, ils expliquent voilà, un des sujets serait beaucoup de missions pro bono, c'est-à-dire gratuites, faites sur qui permettent d'entretenir le réseau et ensuite, le jour J, de vraiment facturer des vraies missions quand on a un client qui a de l'argent et qui n'est pas juste une campagne électorale comme celle de 2017. Est-ce que ça vous gêne ? Absolument pas. Je pense que d'abord,
on ne peut pas dire qu'on a pris McKinsey pour le mettre devant et pour protéger le choix politique. Je veux dire, personne ne peut dire... Ça a été révélé après coup, vous voulez dire? Oui, de fait. On peut pas dire que l'avantage de McKinsey, c'est qu'au moins il prend des coups devant nous. Non, je pense que... Non, mais ça a peut-être permis de dire ce que veut dire Baptiste, et entre Olivier Véran et Florence Parly. Mon analyse est inverse. C'est que le choix politique, il est tout en haut. D'ailleurs, on a rarement vu autant d'expressions du Premier ministre, du Président, toutes les semaines, qui prennent tout de front, tout en haut. Et pourquoi est-ce qu'on parle de McKinsey? C'est parce que quand ça va mal, la stratégie vaccinale se passe mal, il n'y avait pas assez de vaccins, il n'y avait pas assez d'aiguilles, il n'y a pas... Bon. Donc quand ça va mal, eh ben, sur qui on tape? Donc les dirigeants, ça on sait faire, le Président, le Premier ministre, le gouvernement, on prenne plein la figure, et c'est bien normal. Les conseils, donc les gens qui les conseillent, donc on ne cherche pas à savoir exactement ce qui était dans le rapport McKinsey. On se dit, vu le résultat, on tape le conseil aussi. Ouais. Ça se trouve, ce qui est écrit, moi je ne sais pas, personne ne sait ce qu'il y a dans le rapport. Donc on ne peut pas dire le rapport a échoué, parce que personne ne sait écrit dedans. Oui, donc, on ne sait pas s'il a été appliqué, vous voulez dire, bien sûr. Oui. Bon, en tout cas, on tape le dirigeant, on tape les gens qui lui ont donné des conseils, et si en plus ils ont pris de l'argent pour aboutir à ça, c'est un scandale encore supérieur. Donc, les conseils viennent non pas pour protéger le dirigeant, mais c'est un élément de mise en cause du dirigeant, en disant en plus, pour une telle catastrophe, vous avez donné 20 millions d'euros à McKinsey, eh bien, c'est pas mérité. Alors que peut-être que le rapport McKinsey disait pas qu'il fallait faire ça. Donc, et puis, c'est pas 20 millions d'euros, hein, c'est 4. Bref, 4. Oui, les chiffres, tous les chiffres circulent dans ces cas-là sur Internet. Les chiffres que je donnais. Voilà. Les rapports pro bono, c'est ultra classique. Pas que dans le conseil. Quand vous voulez construire une usine, les cabinets d'architectes vous envoient une faisabilité gratuite. En espérant après que vous allez conclure, qu'ils feront toute la maîtrise d'œuvre. Donc c'est un investissement, je dirais, une partie de la prestation qui est rémunérée uniquement en cas de success fee. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se fait, qui est ultra classique. Voilà. Tous les cabinets de conseil vous démontrent leurs possibilités par un premier document, une faisabilité qui vise à susciter l'intérêt et à générer ensuite une commande supérieure. Mais le conseil, une fois de plus, dans ces cas de pandémie internationale, le recours à des cabinets internationaux, il est strictement indispensable. Et puis pour terminer sur ce sujet, j'ai appris dans le papier que j'évoquais tout à l'heure qu'il y avait au total une enveloppe de 100 millions d'euros sur l'ensemble du quinquennat pour toutes les missions de conseil extérieur et que tout était centralisé, ce qui était une première fois, dans une direction unique, je ne sais plus au sein de quel ministère, de la fonction publique, je crois que c'est Madame de Montchalin, précisément, sur les 5 ans, il y a 100 millions d'euros de prestations, donc là il y a un budget, et donc cet argent de 11,2 millions est à l'intérieur de cette enveloppe. Allez, il nous reste 5 minutes, c'est l'after tout de suite. Allez, je le disais, il nous reste 5 minutes. 2 petites actualités sur lesquelles je voudrais vous faire réagir. Messieurs, tout d'abord, regardez, c'était dans le papier dans le Figaro, les épargnants français soutiennent les entreprises tricolores. Qu'est-ce que ça veut dire ce titre derrière? Eh bien, on en avait parlé il y a, je crois, un mois ou deux dans l'émission. Le fonds patriotique accessible via les contrats d'assurance vie, le fonds BPI France Entreprise 1, investi en start-up et en PME 100% made in France, voilà, dans le cadre de la relance, manifestement démarre très bien. Déjà 20 millions collectés auprès des particuliers et 30 millions auprès des banques et des assurances. Voilà, ça part très fort depuis 15 jours, dit un gestionnaire de fortune cité dans le papier. Il y a un ticket minimum de 5 000 euros, donc c'est pas pour n'importe quel épargnant. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Et surtout on reprochait aux assureurs, surtout aux assureurs vie, d'avoir accumulé beaucoup d'encours durant la crise, donc le fait de pouvoir... De titres de dette publique, comme on l'évoquait au tout début dans le sujet sur le Bitcoin. Le fait d'orienter l'assurance et l'assurance vie ou l'épargne retraite sur de l'investissement et qui puisse être créateur de valeur pour nos TPE-PME, c'est plutôt quelque chose d'excellent et de positif. Vous êtes industriel, il va arriver jusqu'à vous cet argent très peu de chance, l'industrie c'est beaucoup trop risqué. Donc il y a très peu de chances que ces industries... Parce que c'est un portefeuille qui existe déjà de BPI France qui est très large, dans lequel on... Oui, mais par expérience, quand vous dites aux gens
je m'intéresse à l'industrie, déjà vous allumiez une lumière orange. Et si vous dites l'industrie en difficulté, ça devient rouge, écarlate. Et donc, non, c'est même pas la peine. Enfin, moi, j'ai vécu des levées de fonds dans ce secteur-là. Et vous pouvez y passer vos journées. Les gens vous font faire un spectacle. En même temps, si c'est pour acheter, si c'est pour des startups dans le numérique ou des biotech, on n'a pas besoin de ça. Hein. C'est ce qui va se passer. Parce que vous avez des boîtes qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires, mais qui sont à la mode et qui sont à leur 3e levée de fonds, et qui n'ont jamais fait un euro de chiffre d'affaires, qui n'ont jamais fait un euro de résultat, et qui captent la plus grande partie de cet investissement. Bon, pour en reparler. Alors, vous avez des boîtes qui représentent des milliards de chiffres d'affaires, qui se battent pour avoir un EBITDA positif, qui génèrent des milliers d'emplois. Ça veut dire que c'est une fausse bonne idée ? Non, ça veut dire que le système de financement tel qu'il existe aujourd'hui donne une grande place à des entreprises ayant un risque faible. Voilà. Donc le financement des entreprises en difficulté, ce qui est important en période de crise, il ne sera pas assuré par ce fonds. Et en France, on a un déficit majeur pour le financement des entreprises en retournement. C'est-à-dire des gens capables d'investir sur un projet de retournement, sur un projet de redressement. Vous expliquez à l'investisseur que voilà, vous allez restructurer l'entreprise, etc. Donc, il y a une épargne très abondante, très très supérieure au montant du plan de relance. Bien sûr. On va atteindre 200 milliards d'euros de surépargne, sur un an et demi probablement. liés au Covid-19. C'est des montants absolument délirants. Bon, quelle est la part de cette épargne qui va aller... Là, on parle en dizaines de millions, donc on est très loin. On est très très loin, mais même pour cette petite dizaine de millions-là, quelle est la part qui va aller vers l'industrie? J'ai hâte de voir. Et je crains malheureusement qu'en France, l'industrie reste le parent pauvre, y compris de ces investissements-là. Allez, il nous reste quelques secondes pour terminer. Le gouvernement met la surmultipliée sur le télétravail. Dépêche AFP là, de ce matin pour éviter un 3e confinement. Le gouvernement multiplie les appels à intensifier le télétravail dans les entreprises. Mais, dit l'agence, face à la difficulté de légiférer, sa mise en œuvre repose toujours largement sur la bonne volonté des employeurs et des salariés. Il paraît que le télétravail a bien chuté. On essaie de nouveau pour... vous êtes en télétravail ? Non. On n'est pas en télétravail. En cabinet d'avocat, on fait du conseil du contentieux. Donc, les facteurs ou les huissiers ne vont pas nous télécommuniquer un certain nombre d'actes. Donc, on est obligé d'avoir une permanence physique. Après, on se pose la question... chez beaucoup de clients, il y a l'enjeu aussi d'une forme de déprime importante qui s'installe. Surtout que là, on est en pleine vacances scolaires à Paris, me semble-t-il. Pas encore à Paris, mais on a commencé vacances scolaires ailleurs. Mais à Paris, c'est la semaine prochaine. Je ne connais pas les créneaux. Mais c'est vrai. On est en vacances scolaires. Il y a un besoin de sociabilisation sur son lieu de travail et les nouveaux recrutés, les apprentis, les stagiaires, de démarrer une expérience professionnelle sans contact humain. C'est un choc civilisationnel qui est dur. Il faut que le gouvernement force la main un peu pour les entreprises pour accélérer le télétravail ou réaccélérer le télétravail, selon vous ? Je pense forcer la main, non. Les entreprises sont en très grande difficulté. Un grand nombre d'entre elles sont en train de lutter pour leur survie. Je pense qu'elles ne réclament pas plus de contrôle, plus de règles, plus de contraintes. Elles réclament de survivre. Donc je pense que la période n'est pas à taper sur les entreprises, je pense que ça suffit. Et dans l'industrie, qui est quand même le moteur de l'économie, il y a une part des emplois en télétravail qui existe. On essaie de le faire. Dans les aciéries. Oui, un technicien de méthode, la partie R&D peut en partie être faite en télétravail. Il y a certaines parties qui peuvent, la partie comptable, il y a des fonctions support qui peuvent se faire plus facilement en télétravail, les ressources humaines. Voilà, donc on le fait au maximum de ce qui est possible, mais ce n'est pas possible sur l'ensemble du personnel, bien sûr. On s'arrête là pour ce soir. Merci messieurs. Merci à vous d'avoir été fidèles à l'émission jusqu'au bout. On se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Très bonne soirée.